Bonjour et merci de nous retrouver pour édition spéciale en direct sur Al24 News. Ce dimanche se tient au Liban les élections législatives, les premières depuis le soulèvement populaire de 2019. Un scrutin clé qui intervient aussi au moment où le pays vit sa plus grave crise économique et financière sur fond d'une instabilité politique chronique. Comment ce scrutin est-il perçu par les Libanais? Quelles sont les formations politiques ayant le plus de chances de l'emporter cette fois-ci face à une percée des candidats indépendants? Peut-on s'attendre à un changement du système politique dans le pays? On en parle avec nos invités ce soir. Depuis Beyrouth est avec nous Pascal Asmar. Bonsoir, vous êtes politologue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Le général à la retraite, Hicham Jaber, est également notre invité. Bonsoir, monsieur Jaber. Bonsoir. Vous êtes politologue et vous êtes avec nous en ligne depuis Beyrouth et depuis Paris. Maître Carole Sabat, vous êtes avocat international. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de la diaspora libanaise établie en France. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, ces élections législatives constituent un scrutin clé. 128 sièges au sein de la Chambre des députés sont à pourvoir, 718 candidats en course. Pascal Asmar, vous êtes à Beyrouth aujourd'hui. Comment s'est déroulée cette journée d'élection au niveau des bureaux de vote ? En effet, il y a eu quelques disputes, quelques querelles, il y a eu pas mal d'infractions malheureusement, et c'était tout à fait attendu, il faut le dire. Il y a eu des infractions, notamment de la part de partis politiques traditionnels au pouvoir. On citerait notamment le tandem chiite Hezbollah et Amal dans leurs régions respectives. Il y a eu également pas mal de querelles entre les deux grands partis politiques chrétiens, les forces libanaises et le courant patriotique libre. Et malgré donc toute cette tension qui s'était exacerbée au cours des dernières semaines et qui s'est exacerbée également aujourd'hui. On peut dire que le scrutin s'est relativement déroulé dans de bonnes conditions, vu la situation actuelle, mais l'on déplore bien évidemment un taux de participation assez bas, de l'ordre de 38%. Très bien. C'est les bureaux de vote ont fermé, c'est bon? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ils ont fermé à 19h heure locale. Et donc, sauf ceux qui sont toujours, donc les électeurs qui se trouvent dans les bureaux de vote, les autres ont été interdits d'accéder. Et bien évidemment, il y a eu des tentatives de proroger le délai, ce qui est illégal et donc ça n'a pas été effectué. Très bien. Comment les Libanais perçoivent ces élections? Est-ce qu'ils espèrent encore un changement du système politique à travers ce scrutin? Je pose la question à monsieur Hicham Jaber. On n'attend pas beaucoup de changements. Comme elle a dit votre invité de Beyrouth, sur le plan sécurité, ça a été maintenu par l'armée, dont on a parlé la semaine passée et hier. Et il y a des querelles, mais il n'y avait pas un conflit par armes. C'était très bien, ça a bien passé, l'armée a fait son devoir. Mais les Libanais ne sont pas tellement intéressés parce qu'ils savaient d'avance que leur vote ne changera pas. La même couche politique, elle viendra au pouvoir, c'était attendu. Parce que les élections ont été exercées suivant une loi étrange vraiment qui n'est pas acceptée par les Libanais. La couche politique, elle a fait exercer cette loi en 2018. Oui. Moi, j'étais candidat et j'ai l'expérience au sud du Liban à la tête de liste bien forte en face de Hezbollah et Amal. On a eu vraiment beaucoup de violations de loi, et la loi, comme je vous ai dit, était étrange. Ils ont annulé 4200 voix qui étaient à nous. Donc la loi électorale pose problème, selon vous, lors de ces élections, monsieur Hicham Jaber, élaborée en 2018? Oui. On n'a pas le temps de citer combien des points faibles et suspects dans cette loi. Premièrement, je vous donne un exemple. Il
au centre des élections, ils ont séparé les papiers et ils ont trouvé 4200 voix qui ont été annulées. Annulées, ça veut dire il faut seulement par un bit mettre un autre X, elle devient annulée. Oui. Ces voix étaient à nous 4200 dans la case de Nabati seulement. Ce n'est pas au sud du Liban. Il y avait 10 000 votes annulés dans la région de sud du Liban, troisième région, on l'appelle. On a l'expérience. Ça peut être répété. Pourquoi? Parce que nos représentants n'étaient pas dans le centre des élections. Au lieu de séparer les voix et voir les voix devant un juge ou à la Serail, par exemple, ils ont porté les voix annulées eux-mêmes. Amal et Hezbollah étaient seulement eux dans les... Enfin, il y a beaucoup de... ça veut dire les Libanais ne pas... Très bien, le message est passé, Monsieur Hicham Jaber. Il y a en tout cas un pessimisme qui règne donc au Liban au moment où ces élections se déroulent, ces élections législatives. Monsieur Carole Sama, vous êtes établi en France, vous faites partie de la diaspora libanaise établie en France. Vous avez voté, je crois, donc il y a une semaine, le week-end dernier. Monsieur Saba, donc le ministère, selon les données provisoires publiées par le ministère libanais des Affaires étrangères, le taux de participation de la diaspora s'élève à hauteur de 60%. Vous y croyez, vous, Monsieur Saba, au changement du système politique au Liban? Vous savez, le terme du changement, c'est un terme qui est très calvaudé aussi aujourd'hui. Parce que tout le monde prône le changement et tout le monde veut changer. Et c'est un changement, on ne sait plus, en fait, ça correspond à quoi? Que ce soit les partis néo-féodaux, les partis traditionnels, les partis, en fait, les nouvelles figures, tout le monde parle du changement, mais personne ne définit exactement ce changement, en quoi il consiste. Alors, moi, j'ai plusieurs constats très rapides à faire par rapport un peu au deuxième scrutin, celui d'aujourd'hui, je dis c'est le troisième scrutin après le vote, je dirais, des fonctionnaires qui ont voté il y a 2 jours. Le système, il faut dire clairement que le système politique libanais est un système qui est en crise depuis plusieurs années. Je ne vais pas revenir sur la question de la loi électorale parce que c'est une loi qui est très vicieuse en soi parce qu'elle introduit une dose très importante de système proportionnel dans un système qui a toujours été libanais en fait, où la loi était en fait ce qu'on appelle en fait les lois de Westminster, c'est-à-dire les systèmes de vote à la majoritaire, où il devait y avoir en fait des majorités et non pas des coalitions. Et en plus, cette loi électorale, elle est vicieuse parce qu'elle elle organise à la fois la compétition, je dirais, entre les partis et entre les différentes composantes, mais à l'intérieur même d'une seule même liste, il y a aussi une compétition. C'est-à-dire, on est logé dans une liste, mais en même temps, on ne l'est pas. En fait, c'est une loi qui a été vraiment taillée sur mesure par les gens du système qui devaient se protéger, donner l'impression en fait qu'ils ouvrent la perspective et le spectre, je dirais, de le périmètre de la représentation politique, tout en mettant en fait ce qu'on appelle le sawt al-tafdil, c'est-à-dire un peu de droit de préemption pour un vote et qui leur permet en fait de maîtriser la mécanique électorale. Peu importe, en fait, le vrai problème d'aujourd'hui au Liban, vous parliez du changement, et c'est pour ça que je dis que c'est un thème qui est galvaudé. Parce qu'on a aujourd'hui un système politique qui est en crise, on a un système qui est historiquement clientéliste, dans le sens où il y avait toujours une compétition entre la norme communautaire et la norme nationale, et on voit très bien depuis une trentaine d'années comment la norme communautaire a pris le dessus sur la norme nationale, c'est-à-dire on est rentré de nouveau dans une forme de tribalisme politique, alors qu'on est parti en fait d'une constitution, celle de 1926, qui était une constitution éminemment laïque, en fait, puisque c'était la troisième constitution de la Troisième République française.
En plus de cela, on a un système donc non seulement clientéliste, mais un système qui est doublé d'un système de corruption qui est généralisé. Donc on a un problème de gouvernance politique, mais un problème de vraie je dirais, gouvernance politique qui est très corrompue. Le Liban est aujourd'hui un pays des plus corrompus au monde, oui. Pas parce que les Libanais sont corrompus en tant que tels, mais parce que le système politique a favorisé qu'il y ait une classe politique qui se répartit les richesses entre elles. Et aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le Liban, c'est un pays qui est clé dans la région, en Méditerranée orientale. Il y a en plus la géopolitique du gaz. Vous voyez, en fait, dans tous les conflits mondiaux aujourd'hui, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Méditerranée orientale ou ailleurs, la question du gaz est une question qui est éminemment, l'énergie qui est éminemment posée. Et donc, l'Occident aujourd'hui, qui normalement devait être un peu le parrain, je dirais, du système libanais, mais à travers un système parrainage, je dirais, régional, le Liban se retrouve dans une situation où à la fois vous avez une gouvernance politique clientéliste très corrompue, avec une impossibilité de changement, avec une contestation violente depuis 2019, et un besoin de l'extérieur, je dirais, de l'Occident, mais aussi des parrains régionaux, de trouver une sorte un peu de compromis pour un peu garder la main sur les richesses de ce pays, comme on voit très bien. Sabat, et donc, on est dans une sorte de marmite. On est dans une sorte de marmite qui va exploser. Alors, je reviens rapidement sur cette élection. Tout le monde a dit que ce devait être une élection cruciale, mais elle ne l'est pas. Et on voit très bien comment, en fait, il y a une dépolitisation du peuple libanais. Il y a une véritable cassure entre le peuple libanais et la classe politique. Il y a une politisation des politiques, traditionnels, néo-féodaux, tout ce que vous voulez, ils sont très politisés et ils nous ont cassé les oreilles pendant un mois. Lorsque vous regardez à la télévision, moi si j'étais pas un analyste politique, un politologue qui regarde un peu et observe, c'est à vomir en fait, parce que tout le monde parle de tout et de rien et personne ne donne de solution, c'est-à-dire tout le monde veut contester. La réalité c'est qu'on est dans un système où il y a une vraie partition aujourd'hui et les compétitions sont à l'intérieur même des cantons, ce que j'appelle les cantons virtuels. C'est-à-dire le canton chiite, il y a une dualité entre le Hamas et le Hezbollah. Le canton chrétien, il y a une dualité entre les forces libanaises et le parti aouniste. Et aujourd'hui, en fait, tout ce qui se passe, c'est un peu comme on avait l'impression pour un peu affirmer comment dire, en fait, le périmètre des forces. Monsieur Carole Sabat, on peut s'attendre, en réalité, il n'y a pas de solution. On pourrait s'attendre à un taux d'abstention élevé pour ces élections, Monsieur Hicham Jaber. Madame, le problème au Liban, la situation économique catastrophique au Liban à cause de corruption. Toute la couche politique au Liban est accusée d'être corrompue. Cette couche politique, elle va retourner au pouvoir en majorité. Parce qu'il y a là, maintenant, il faut être clair, le Liban est condamné par la géographie et par l'histoire. Le Liban, actuellement, et même ces élections, c'est un conflit entre l'Iran et ses alliés, et l'Amérique et ses alliés. C'est clair. Maintenant, ils ont agi sur ce homme, celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Comme ça. Le peuple libanais, vraiment, il est condamné par ça. La meilleure loi pour élection au Liban, on l'a proposée plusieurs fois, a été refusée. Un homme, une voix et un candidat, one man, one vote, a été refusé. Soit le Libanais choisit son représentant, quoi qu'il soit dans telle confession, ok, on respecte la distribution des partis, des sectes au Liban, d'accord, mais a été refusé. Enfin, bref, ces élections, avant de voir les résultats, c'était attendu, ne va pas amener au Parlement des forces nouvelles. Il n'y aura pas de forces nouvelles, selon vous, Monsieur Hicham Jaber? Non, même s'il y a 10 ou 20 ou 15 qui vont retourner en dehors de la couche politique, de la couche, ils peuvent rien faire parmi 128. Oui, il faut rappeler que le Parlement est actuellement dominé par le parti du Hezbollah. Il y a pourtant une percée des candidats indépendants. Madame Pascal Asmar,
Vous pensez que cela ne va pas changer grand-chose, cette percée des indépendants? Bon, il faut dire que, disons, en termes de chiffres, bien évidemment, non, parce qu'il y aura, comme vous l'avez bien dit, il y aura en fait un parti et ses alliés qui vont dominer. Et l'on s'attend bien évidemment à ce que le camp du Hezbollah et de ses alliés domine encore une fois le Parlement. Mais il faut dire que la percée est plutôt de nature symbolique. C'est-à-dire que ça pourrait en quelque sorte donner un peu d'espoir aux gens, parce qu'en fin de compte, on ne vit que d'espoir au Liban, on ne vit que d'espoir, de résilience, de ce genre de choses. Et donc faute de pouvoir trouver de solutions, on s'accroche à ce genre de choses. Donc si c'est 10, 15, 5, je ne sais plus combien de personnes pourront percer, et si vraiment ils vont rester attachés à leur programme d'origine, ils vont pas vraiment en quelque sorte se diluer dans la formule parlementaire et donc être du côté d'un clan plutôt que d'un autre, ça pourrait peut-être inciter les gens en 2026 et donc en quelque sorte constituer une première phase pour de prochains changements. Mais moi, je ne pense pas qu'il faut être fataliste. Bon, on peut être très bien réaliste, mais on peut pas être fataliste parce que c'est un pays, c'est un peuple qui veulent exister. Et donc, si on se dit à chaque fois ça va pas fonctionner, personne ne peut faire ça, le pays est destiné à n'être que ça. Donc, en quelque sorte, on est vraiment un peu fataliste et les gens ils ont vraiment besoin de croire que ça peut fonctionner et donc de donner une chance. Et cette année d'ailleurs, c'est vrai que, bon, je suis tout à fait d'accord avec Maître Sab. Malheureusement, il n'y a pas eu une clarté au niveau de ce mot changement. Ils se sont présentés comme étant des oppositions. Il y a eu des attaques ad hominem à n'en plus finir, une violence verbale. Il y a eu vraiment des attaques au lieu de parler en termes de programme, ce qu'on attendait d'ailleurs chez les forces du changement. Mais en même temps, il faut dire qu'on a eu de bonnes figures, des figures indépendantes et donc ça peut en quelque sorte restaurer un peu la confiance des gens en ce système et peut-être, comme je l'ai déjà dit, constituer une première phase vers dans ce périple qui pourrait mener en 2026 à un changement encore plus important. Alors, au-delà de ce climat de défaitisme, on va dire, Monsieur Carole Saba, cette percée des indépendants avec les partis de l'opposition, est-ce qu'ils peuvent apporter le changement escompté? Je reviens sur ce mot du changement. Vous avez raison de revenir parce que c'est le nœud, je dirais, de toute la problématique d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce terme a été utilisé par tout le monde. D'où l'importance en fait de ce terme. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un terme qui est devenu galvaudé parce qu'on ne connaît pas son contenu. C'est quoi le changement? Ce qu'il faut prendre en considération, je suis d'accord avec Pascal et avec Jabel aussi sur un peu les constats, mais je suis pas d'accord avec Pascal qu'on peut attendre jusqu'en 2026. Je veux dire, on a une législature aujourd'hui de 4 ans, mais on a 1 mois pour prendre des décisions cruciales. Après, en fait, à partir de demain, le Liban, c'est un pays qui est aujourd'hui en crise financière aiguë que personne n'a connue dans le monde. C'est un précédent qui n'a pas de précédent. On parle de FMI, du Fonds monétaire international. On a connu des crises financières, la Grèce, le Brésil, l'Argentine, d'autres pays. Mais on avait toujours un modus operandi en fait pour ces crises financières. Alors que là, en fait, on a une crise qui est financière, qui a été organisée comme un vol des dépôts en fait de tous les Libanais par cette classe politique qui s'est enrichie. Et au début de la contestation en octobre 2019, ils ont transféré tout cet argent à l'extérieur, ce qui leur permet aujourd'hui de faire des élections avec beaucoup de fresh dollars, comme on dit au Liban. Mais en réalité, tout le peuple s'est appauvri. C'est un peu comme un millefeuille qui a été écrasé de haut en bas. Toute la classe moyenne libanaise, soit elle a émigré aujourd'hui, soit elle a perdu tous ses dépôts. Donc, il y a des décisions économiques, financières très importantes à prendre en considération et à prendre très, très rapidement. On peut pas se donner, on n'a pas le luxe ni le loisir, en fait, de continuer encore 1 mois dans une situation un peu de no man's land et on attend les prochaines élections. C'est pour ça, pour moi, le paradigme de ces élections était un vrai paradigme vraiment vicieux. Moi, j'étais contre cette élection. Pourquoi contre cette élection? Parce que on est à un point de carrefour. Je veux dire, c'est un pays qui se détruit, qui est en train de rentrer dans les enfers les plus abominables. On a un problème de paradigme du Liban.
certains disent que l'ancien Liban est terminé, c'est-à-dire le Liban qui était l'hôpital du Moyen-Orient, qui était l'université du Moyen-Orient, qui était la banque du Moyen-Orient, tout ça c'est terminé. La plupart des médecins libanais de bonne garde en fait sont aujourd'hui en fait dans le Golfe, sinon ils sont en partance pour l'Europe. Oui. Moi, en une semaine, je reçois 4-5 dossiers en fait pour des hommes d'affaires qui veulent s'installer en Europe et pour constituer les sociétés, etc. Donc on a aujourd'hui une vraie décision, un vrai carrefour, premièrement entre l'ancien Liban et le nouveau Liban. Certains accusent le Hezbollah et les autres qui sont en train de détruire le Liban. Alors eux, ils disent, en fait, ils répondent, on est en train de construire le Liban, mais c'est notre Liban. Et les autres disent, ben non, vous avez détruit notre Liban. Mais c'est vrai qu'il y a un Liban qui a été détruit, mais il y a un autre qui est en train d'être construit en parallèle. Pardonnez-moi, maître Sabah, vous me tendez, vous m'avez tendu, vous me tendez la perche en parlant justement lorsque vous dites que vous êtes contre la tenue de ces élections, et j'aimerais justement m'intéresser au plus grand bouleversement de ce scrutin, c'est donc la non-participation, l'absence de Saad Hariri et son parti Tayyar al-Mustaqbal. À votre avis, qui sera le principal bénéficiaire de cette absence? Vous savez, ce n'est pas une question de bénéficiaire, c'est une question, est-ce que le haririsme politique s'est fourvoyé en voulant mettre en place un système de compromis politique, c'est-à-dire, si j'arrive, l'idée c'était, je ne peux pas tuer l'adversaire tout seul, il n'y a pas une configuration régionale et internationale qui me permet de le faire, je compose. Et c'est le genre de situation où on passe en fait de la logique du compromis vers la logique de la compromission. Et c'est ce qui s'est passé, pas seulement avec le haririsme politique, mais avec toutes les composantes. Parce que même celui qui est aujourd'hui fort, il est faible. Moi, je considère, j'ai toujours un paradigme que j'ai toujours en fait répété pour le Liban. Le déploiement de force, c'est une faiblesse. Il y a eu dans le passé beaucoup de déploiements des forces libanaises, des Kataeb, mais tout ça, c'était révolu. Et à chaque fois, cette force est devenue une faiblesse. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la faiblesse du Hezbollah. De la force du Hezbollah. Mais pour moi, c'est une faiblesse. Pourquoi? Parce qu'en fait, la force du Hezbollah, c'est dans le pacte sociopolitique national. C'est là où il faut travailler. Aujourd'hui, on a un vrai problème de pacte sociopolitique au Liban. C'est pour ça que je disais, tout le monde a gonflé cette élection comme étant une élection, je dirais, cruciale, et on se rend compte que les Libanais n'ont pas suivi. J'aimerais sur ce point... Mais les Libanais là-bas n'ont pas suivi. J'aimerais sur ce point avoir l'avis de général Hicham Jaber. Oui. À votre avis, donc, cette absence de Saad Hariri, de cette élection, de ces élections législatives, quel pourrait être leur impact? Oui, Hariri s'est abstenu. Enfin, comme vous savez, il reste sur la communauté sunnite des gens qui ne sont pas vraiment des hommes de confiance. Il ne faut pas oublier que Monsieur Sanyoura, qui était Premier ministre et ministre de Finances pour longtemps, il est parmi cette couche politique, il est accusé de cacher 12 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il y a? Hariri, les sunnites sont divisés. Je crois qu'ils vont choisir la moitié de la masse sunnite va voter. Oui. Et quel sera le résultat? Rien de changement. Deuxièmement, sur le plan chiite, Amal et Hezbollah sont la majorité. Sur le plan chrétien, il n'y a que les forces libanaises et le Coran patriotique. Sont tous accusés d'être responsables. La meilleure solution pour sauver le Liban est facile. Ça commence par le Parlement, qui sera élu suivant une loi logique et représentant, comme je vous ai dit, les élections exercées sous un contrôle international. Comme ça, on peut avoir un Parlement qui représente vraiment le peuple libanais et avoir confiance. Donc, selon vous, tout est à revoir, général. Comment? C'est le système judiciaire qui n'est pas indépendant. On a dit plusieurs fois, ça commence par le Parlement. Deuxièmement, le système judiciaire libanais n'est pas indépendant. Comment vous voulez? Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Bref, ces élections ne vont pas porter beaucoup de choses, je répète, et je ne sais pas
la querelle entre l'Iran et l'Amérique sera terminée par la signature d'un accord sur le nucléaire. Vous savez, peut-être le Liban, ça reflète positivement sur le Liban sur le plan sécurité et économique. Mais pour sauver le Liban, il faut avoir des députés vraiment représentants, un système judiciaire indépendant, et ça commence la solution. C'est ça. Très bien. Pascal, autrement, non. Pascal Asmar, à votre avis, l'absence de Hariri aura-t-elle un impact sur la composition du prochain Parlement ? D'une certaine façon, bon, il y a ici deux avis, disons, opposés. Certains identifient un peu la situation à celle des chrétiens en 1992, quand ils se sont abstenus de participer aux élections. Et donc, à partir de cette date fatidique, ils ont perdu pas mal de visibilité. Et ils ont également, en quelque sorte, concédé certains de leur position au sein de l'État. Mais il faut dire que les choses un peu ne sont pas similaires, parce qu'il y a tout un contexte régional qui a changé. Oui. Bien évidemment, il faut dire que Hariri a en quelque sorte réussi son pari dans ce bras de fer avec l'Arabie Saoudite, comme quoi l'Arabie Saoudite a essayé autant que possible de mobiliser l'électorat sunnite et donc en quelque sorte de déraciner cet électorat de son leader, ce qui n'a pas été fait. On a vu que le taux de participation sunnite a été vraiment un des plus bas, que ce soit au sein de la diaspora ou bien ici au Liban, et donc en quelque sorte il a réussi son pari, mais on se demande comment ça se fera donc dans la période post-électorale. Comment, si Hariri veut retourner, disons, au Liban, ce sera dans quelles conditions et dans quelles alliances? Et bien évidemment, ce problème avec l'Arabie Saoudite, alors quelle sera la solution à ce problème? Il y a beaucoup de questions, donc les choses ne sont pas en blanc et en noir. Mais je pense que actuellement, toutes les communautés, même la communauté chiite, qui soi-disant est représentée en quelque sorte par le tandem chiite, et également dans un état assez subtil, toutes les communautés, parce que comme l'a dit Maître Sabah, je suis tout à fait d'accord, c'est que le Liban tel qu'on le connaît n'existe plus. On se demande le Liban post-électoral, le Liban que l'on verra dans les prochains mois, il ressemblera à quoi? Et oui, c'est là qu'on pourra en quelque sorte déterminer les enjeux auxquels font face les Libanais et les diverses communautés, parce que actuellement... Oui. Le principal objectif reste, en tout cas, le plus important, c'est de sortir de cette crise économique et financière que vit le Liban. Il s'agit de la plus grave crise financière et économique dans le monde depuis le 19e siècle, je crois, selon un rapport de la Banque mondiale. Carole Sabah, à votre avis, que peut apporter la diaspora libanaise dans ce sens, vous qui êtes établi en France? Je pense en fait qu'il faut aider le Liban à trouver sa boussole. Et quand je parle du Liban, c'est le Liban éternel, le Liban de la richesse, le Liban de l'esprit, le Liban de la culture, le Liban de la civilisation, le Liban qui continue à étonner le monde là où les Libanais en fait atterrissent. Je veux dire, on a la cartographie des Libanais dans les centres d'influence au niveau mondial, elle est impressionnante. Pourquoi ce pays, en fait, n'arrive pas à trouver un équilibre de gouvernance? Parce que, encore une fois, le Liban, c'était un pays en gestation nationale. Et d'ailleurs, depuis Fakhreddin, c'est-à-dire depuis le 16e siècle, 17e siècle, cette gestation, elle s'est faite par étapes pour rentrer au Liban. Oui. Et elle s'est un peu retrouvée. Aujourd'hui, on a un vrai problème de gouvernance politique. Oui. Mais bon, je ne vais pas faire un cours d'histoire et un cours de politique là-dessus. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que, tout le monde est déboussolé. Oui. Et il y a une boussole à retrouver. Parce qu'aujourd'hui, on a deux conceptions politiques qu'on a vues, par exemple, clairement. Il y a deux paradigmes pour l'ancien et le nouveau Liban. Certains, du côté en fait des chrétiens, des druzes et des sunnites, parlent de la neutralité. C'est quelque chose de complètement nouveau. Les sunnites au Liban qui parlent de neutralité du Liban. Oui, il y a un système confessionnel archaïque, on peut le dire. Monsieur, absolument. Pascal Asmar, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour que les choses changent dans un contexte où les facteurs géopolitiques actuellement jouent énormément? Bien évidemment, c'est pas une question... Brièvement.
Oui, c'est pas une question seulement interne. C'est vraiment tributaire des enjeux sociopolitiques et de tout temps. Le Liban, il a été déterminé par une volonté internationale. Donc, il faudra vraiment voir ce contexte régional, comment il va évoluer. Et bien évidemment, la scène internationale, parce que c'est pas uniquement le Liban qui est maintenant en gestation. C'est vraiment beaucoup de pays dans le monde. On l'a vu, la guerre en Ukraine, elle va pas laisser le monde indifférent. On verra que ça changera la donne. Donc, il faut voir. On peut pas vraiment prévoir. Il y aura bien évidemment donc cette interférence de l'étranger, mais je pense qu'à un certain moment, les Libanais doivent également se trouver une identité. Parce que jusqu'à présent, il faut dire que merci 100 ans après, Pascal Asmar pour cette intervention. Je remercierai également général à la retraite Hicham Jaber, politologue. Merci d'être intervenu dans ce débat. Carole Saba, avocat international. Merci à vous pour votre intervention. Et puis Pascal Asmar également politologue. Elle était avec nous depuis Beyrouth. Voilà, on arrive à la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis.